bien, bonjour à toutes et tous. Ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment avec Laure. On se disait qu'on n'avait pas fait de webconférence et ravie de vous retrouver sur un sujet qui impacte la qualité de vie, la douleur. La douleur chronique liée au cancer reste un symptôme qui est parfois difficile à soulager durablement et qui dépend aussi des différents types de douleurs qu'on va revoir notamment avec le professeur Balessac. Et la douleur, elle peut être due bien sûr au cancer, mais également au traitement qui vont parfois perdurer même au-delà du traitement du cancer. La gestion de la douleur, c'est bien sûr, elle fait partie intégrante des soins oncologiques de support. Et aujourd'hui, on a un éventail d'options qui est importante, mais malgré ça, parfois les patients nous disent qu'ils souffrent encore beaucoup et qu'on n'arrive pas à les soulager. C'est pour ça que avec Laure, souvent on se tourne et on vous fait partager des thérapeutiques ou des innovations qui sont en cours d'évaluation. On avait fait la photobiomodulation et aujourd'hui, donc, on avait décidé de faire un point avec vous sur le cannabis thérapeutique pour faire suite à la webconférence qu'on avait fait il y a un petit moment, notamment avec le professeur Balessac et avec le professeur Autier, que nous sommes ravis de retrouver aujourd'hui et qui sont les experts impliqués dans l'expérimentation très médicalement encadré sur le cannabis thérapeutique qui a lieu en France depuis 2021. Donc aujourd'hui, nous sommes entourés du professeur Autier. Bonsoir professeur Autier. Donc vous êtes chef des services de pharmacologie médicale et de médecine de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand. Merci d'être avec nous. Le professeur David Balessac, donc vous êtes pharmacien, enseignant-chercheur en toxicologie et vous travaillez sur la douleur et le cancer, douleur et cancer, au CHU de Clermont-Ferrand également. Et Alice Corteval, bonsoir Madame Corteval, donc vous êtes directrice opérationnelle de la Fondation Analgesia et donc vous allez nous présenter cette fondation dans la suite de la conférence. Merci à tous les trois d'être avec nous et je laisse la parole à Laure. Alors bonsoir, deux petits mots vraiment pour surtout vous accueillir, vous remercier d'être là. Sur mon réseau cancer et dans les différents champs que nous accompagnons aujourd'hui, donc autour des cancers du sein, du poumon, gynéco, colorectal, il n'y a pas une situation où les patients n'ont pas des problématiques de douleur, soit au moment des chirurgies, soit au moment de certains traitements médicamenteux. Et puis, on a même créé donc un groupe transverse à tous nos réseaux pour faciliter les échanges entre patients qui sont concernés par ces différentes douleurs et notamment les douleurs neuropathiques dont on va parler longuement. On va commencer par écouter en fait un témoignage patient. Laurent, qui est un patient de mon réseau cancer du poumon et un patient en fait un peu pionnier parce que c'est le premier blogueur touché par qui a partagé son expérience de patient. Et c'est quelqu'un qui a vécu de très nombreuses années avec des douleurs extrêmement importantes. Il va nous raconter ça, donc son témoignage dure 4 minutes, mais qui sont très précieux, je pense, pour introduire ce sujet qui est éminemment complexe. Et évidemment, il y a plein de situations de douleurs différentes, mais ça nous donne un éclairage. Et donc, je rappelle dès maintenant que vous pouvez partager vos réactions dans le chat, mais que dans l'onglet questions, vous pouvez tout au long de cette conférence donc poser vos questions et on fera un temps de questions après chaque intervention. Voilà, mais on va d'abord donner la parole audio à Laurent. Et bonsoir à tous. J'ai eu un cancer non à petites cellules en 2012 et j'ai eu une lobectomie supérieure droite en juillet. Cela a été ma première rencontre avec la douleur, car l'anesthésiste et le chirurgien qui sont occupés de moi pour cette opération partaient en vacances juste après et étaient peut-être un petit peu moins concentrés qu'à l'habitude. Pendant les 36 heures qui ont suivi l'opération, les infirmières n'arrêtaient pas d'augmenter l'écoulement de la péridurale car je souffrais beaucoup de douleur. Et au bout de 36 heures, ils ont demandé à un autre anesthésiste qui était là de passer voir.
Et quand il a regardé l'emplacement où était la péridurale, il s'est écrié « Merde, il l'a mis trop bas ». Et donc, ça faisait rien du tout. J'avais toute la cuisse gauche d'anesthésiée, mais du côté du poumon droit, bah, il n'y avait rien qui faisait effet. En fait, juste après l'opération, je pense en salle de réveil, la douleur m'a sorti de l'anesthésie et j'ai 2 images qui sont restées où je vois mes bras écartés, surtout tout ce qu'il y avait autour de moi, des personnes, et puis une seringue arrivée, et puis plus rien, jusqu'à mon réveil dans la chambre. Voilà pour l'anecdote de la première opération. J'ai eu 3 chirurgies en tout. La dernière, une pneumonectomie droite. Le mois qui a suivi cette pneumonectomie a été très difficile au niveau douleur, car je n'avais comme prescription que du paracétamol en 1 gramme. Ma pneumologue m'a prescrit de l'aptiskénan en 10 mg et du Lyrica en 75 mg pendant 1 an, avant de m'envoyer dans un centre antidouleur, car j'avais toujours mal et on comprenait pas vraiment pourquoi. Ce n'est qu'à partir de là que j'ai su que c'était des douleurs neuropathiques périphériques, hein. Et le traitement était bon, mais la posologie était insuffisante. Je vais essayer de raccourcir un peu, mais c'est difficile de résumer 13 années de douleur en quelques minutes. Ce qui a fonctionné pour moi, donc le Lyrica, suivant les dosages, plus ou moins bien. Certains génériques ont fonctionné aussi bien que le Lyrica et d'autres pas du tout. L'actiskénan et surtout le Skénan LP a toujours marché. J'ai eu 27 patchs Qutenza et le 28e a été annulé pendant la période Covid. J'ai décidé de ne pas reprendre, car je n'ai pas senti d'augmentation de la douleur après. J'ai eu une séance d'hypnose qui a été efficace, mais la douleur est revenue dès la fin de la séance. J'ai aussi un appareil de TENS qui est efficace, mais a un désavantage, c'est que en été, avec la transpiration, les électrodes se décollent, ce qui peut provoquer des arcs électriques qui sont assez désagréables. Pour ce qui n'a pas fonctionné ou avait trop d'effets indésirables, je citerai Xprime, Abstral et le Marinol. Rien n'a jamais été totalement efficace à 100%. La douleur a fini par diminuer ces dernières années et m'a permis d'éliminer les traitements au fur et à mesure. J'ai pris ma dernière gélule de Skénan LP le 10 mars. Il reste de la douleur, mais l'envie de me passer de tous ces traitements est plus forte. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Bonne soirée à tous. Voilà, et donc Laurent nous partageait il y a peu de temps le fait qu'il a arrêté tout traitement et que voilà, c'est vraiment une étape importante et en même temps tout un long chemin d'accompagnement et on voit aussi la difficulté d'accéder à une consultation de douleur avec des spécialistes. Donc on va pouvoir aussi reparler de tout ça. Quand est-ce qu'il faut s'alarmer? Quand est-ce qu'il faut demander à voir des équipes spécialisées en douleur au-delà de la prise en charge de son équipe soignante classique habituelle. Donc merci pour ce témoignage et je propose donc David que vous démarriez avec ces explications sur les douleurs et leur prise en charge. Très bien. Merci, merci à tous. Bonsoir tout le monde. Donc je suis David Balessac, Clermontois. Enfin, on n'est que des Clermontois ce soir. Je vais vous faire un focus sur cancer, cancer et douleur. Donc dans ce webinaire de ce soir, donc faire expliquer un petit peu plus ce qui se passe ou ce que l'on retrouve dans le cadre du cancer en termes de douleur.
la douleur fait partie des séquelles du cancer. On considère que quasiment les 2/3 des patients après le cancer vont avoir des séquelles, soit liées à la maladie elle-même, soit à tout l'arsenal thérapeutique qui sera déployé pour prendre en charge les patients. Et parmi ces séquelles, la douleur tient une place très importante. Selon les études, ça oscille entre 1/3 et 2/3. Et on sait que ça a un impact, et je vais en reparler après, ça a un impact important chez les patients pendant le cancer, après le cancer. Quand je dis impact important, qualité de vie, vie quotidienne. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que les données du cancer, alors je ne vais pas les passer en revue en détail, ce n'est pas l'objectif, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on a une augmentation de l'incidence du cancer, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas tous les ans, ça augmente, malheureusement. Heureusement, la mortalité tous les ans diminue, et ce qui veut donc dire qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont vivre au-delà du cancer, ce qui est un formidable succès de la médecine, mais ce qui veut donc dire aussi qu'on aura plus de patients qui vont vivre avec ces séquelles après le cancer, et donc ce qui peut représenter un vrai problème. La question de la douleur et du cancer et de la douleur, les deux sont un peu liés, c'est pas si simple. Alors, 4 choses que l'on peut évoquer pour comprendre qu'est-ce qui se passe pendant le cancer et après le cancer. Alors, il y a la maladie par elle-même. Si on regarde en haut à gauche, la tumeur, la masse tumorale, les métastases, tout ça peut envahir différentes structures, différentes zones de l'organisme qui peuvent être pourvoyeuses de douleur, comprimer des nerfs, une métastase osseuse qui va venir détruire l'os et qui peut amener à des fractures. Donc ça, c'est douloureux. Et puis, certains types de cancers, notamment le poumon, on peut avoir ce qu'on appelle des syndromes paranéoplasiques, sous ce nom barbare. Comprendre que la maladie va amener une sorte de réaction de l'organisme qui peut se traduire par des douleurs, notamment des douleurs articulaires, et qui vont disparaître avec la maladie. Ça, c'est une chose intéressante. Ensuite, on peut avoir des conditions associées au patient, à la maladie, à sa prise en charge. C'est le cadran en bas à gauche. D'hypercalcémie, d'ostéoporose, d'immobilité prolongée des patients, et puis d'immunosuppression, hein, le système immunitaire qui fonctionne plus aussi bien que ce qu'il devrait, parce que la chimiothérapie va diminuer les capacités de résistance du système immunitaire, et ça peut réactiver des pathologies infectieuses comme de l'herpès, et ça va entraîner des douleurs. Donc ça, c'est le contexte. Et puis après, il y a la prise en charge thérapeutique, et on va avoir, et ce qu'a décrit ce monsieur, des suites d'un cancer du poumon, sont typiquement des effets iatrogènes liés à la chirurgie. Alors, effets iatrogènes, ce terme un peu barbare, ce sont des effets indésirables liés aux soins. Et donc la chirurgie va être pourvoyeuse de douleurs. Alors, ce que décrivait ce monsieur, c'est typiquement des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que lors de la chirurgie, il y a dû y avoir des lésions des nerfs, et ces nerfs vont continuer à émettre des signaux, et ça va se traduire par de la douleur que l'on caractérise de neuropathique. L'origine de la douleur, c'est le nerf. La chimiothérapie, je ferai un petit focus rapidement dessus. Sur la chimiothérapie, il y a un certain nombre d'anticancéreux que l'on peut qualifier de neurotoxiques, qui vont altérer la qualité des nerfs, et ça va entraîner ce qu'on appelle des neuropathies périphériques chimio-induites. Et ces neuropathies, pas toujours, mais dans certains cas, et lorsqu'elles sont sévères, elles peuvent être pourvoyeuses de douleurs neuropathiques. On peut associer la radiothérapie, qui peut entraîner des douleurs, ce qu'on appelle post-radiques, à la suite de la radiothérapie, pardon. Et puis d'autres traitements. Alors, l'hormonothérapie dans le cancer du sein, pour les cancers hormonodépendants, dans le cancer de la prostate, mais notamment dans le cancer du sein, il y a certains types de traitements, ce qu'on appelle les anti-aromatases, qui sont plutôt indiqués chez les femmes qui ont un cancer du sein hormonodépendant. On utilise les anti-aromatases qui sont pourvoyeurs d'arthralgie, de douleurs articulaires, et c'est quasiment une patiente sur deux. Et puis, plus récemment, l'immunothérapie, qui est un réel succès en oncologie, peut être pourvoyeur aussi de douleurs. Et enfin, alors c'est pas le cas de tous les patients, mais le cancer, c'est une pathologie au départ qui touche essentiellement des seniors, hein. C'est autour de l'âge moyen au diagnostic, on est autour de 65 ans à peu près. Et en vieillissant, on a des conditions musculo-squelettiques altérées, et donc on aura plus de douleurs aussi.
Donc, il y a plein de choses qui gravitent autour de ce contexte de cancer et douleur et qui sont pourvoyeurs de douleur. Alors, je vais passer en revue maintenant, assez rapidement, je l'espère, des données récentes françaises. C'est au travers de l'étude CAPS que je présente ici, et étude qui a été financée par l'INCa et l'IRESP et que l'on a pu réaliser grâce à des associations de patients dans le cancer et notamment à Patients en réseau, et que je profite encore pour les remercier pour cette participation. C'était une étude qui était focalisée sur l'usage de substances psychoactives et douleurs, et là je vais vous présenter quelques données sur la douleur spécifiquement dans cette population. Donc c'est une étude où on a eu 1000 individus à peu près qui ont répondu, moitié-moitié, pendant le cancer, après le cancer. Alors, il y a un biais de représentativité, hein, c'est une population qui est majoritairement féminine, et donc cancer du sein, et assez jeune. Hein, vous voyez, 55 ans, c'est relativement jeune par rapport à l'ensemble de la population cancer. Et sur l'ensemble de cette population, on a quand même 44%, voire 45% des personnes qui déclarent avoir des douleurs, majoritairement des douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui durent plus de 3 mois, et les 2 tiers qui ont des douleurs neuropathiques, dans le type de ce qui a été décrit par le monsieur précédemment. Dans cette population, les douleurs touchent plus les femmes que les hommes. Je reviendrai sur ces chiffres un petit peu plus tard, et ces douleurs aussi semblent être plus fréquentes, plus marquées chez les individus les plus jeunes. Heureusement, ces douleurs tendent à diminuer au cours du temps. On voit l'histogramme en haut à droite avec les douleurs au fil du temps selon les différents individus au moment de leur analyse. Mais ça diminue, c'est significatif. Et si on regarde le avant-après, enfin pardon, le pendant le cancer, après le cancer, excusez-moi, pendant le cancer, après le cancer, on a plus de douleurs pendant le cancer, on se rapproche de 50%, c'est-à-dire un patient sur deux pendant le cancer a des douleurs, et on tombe à 40% après. Et je reviendrai aussi sur ces chiffres qui peuvent être modulés. Et douleur chronique, évidemment, qui est plus marquée après le cancer, et douleur neuropathique, pas de différence entre pendant et après, après le traitement. Donc, on peut garder en mémoire 45% de douleur sur l'ensemble de la population, plutôt des femmes, plutôt jeunes, mais ça s'améliore avec le temps, et ça, c'est une chose importante. Les conséquences de la douleur aussi sont importantes. Je l'ai dit au début, mais dans notre étude, on l'a vu, on a un impact de la douleur sur la santé physique, la vie quotidienne, la santé émotionnelle, le fonctionnement cognitif et social des personnes. On a un impact sur la fatigue, l'insomnie, des difficultés financières, et ça c'est quelque chose que l'on va explorer un peu plus finement dans les mois à venir. C'est un sujet un peu à la mode aujourd'hui, on parle de toxicité financière, et je serais curieux de creuser un peu ce sujet. Et puis anxiété et dépression. Et quand on regarde ces histogrammes que l'on voit à droite, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les carrés rouges. Et ben, les patients qui sont douloureux, ils sont plus anxieux et plus dépressifs. Et ces différences, en fait, on les voit, douleur, pas douleur, alors qu'on les voit peu ou pas si on regarde pendant le cancer ou après le cancer, sans considérer la douleur. Et là, c'est une analyse un peu plus générale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très statistique, je risque de vous perdre. Mais enfin, c'est une analyse où on poule les données, ce qui permet de neutraliser des biais dans l'analyse. Et là, ce qui ressort est assez intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à montrer de différence sur la douleur pendant et après le cancer. Ce qui veut dire que ce 50% pendant le cancer, 40% après le cancer, ben, cette différence, elle n'est pas si réelle que ça, ce qui laisse penser que beaucoup de patients et d'individus, si je dois dire, après le cancer, sont touchés par la douleur autour du cancer. Le cancer du sein, les patientes donc, semblent être plus touchées par la douleur, et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer, ce qui laisse penser que peut-être certains cancers, de par leur prise en charge, vont être pourvoyeurs de plus de douleur. Ce qui est sorti aussi, et ça c'est un point important, et c'est un sujet sur lequel on peut travailler, le surpoids. Les patients qui ont du surpoids, qui ont un IMC augmenté, qui sont soit en surpoids, soit en obésité, ont plus de douleur. Alors, quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quelque chose qui est important parce que le poids, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer, on peut travailler et l'améliorer. La douleur est associée à l'anxiété et globalement à une détérioration de la qualité de vie. Ensuite, dans le cadre de cette étude, l'idée de départ était surtout de ce qu'on voulait regarder, la consommation de substances psychoactives et le lien avec la douleur. Alors là, je vous présente 5 produits: la consommation d'alcool, le tabac, la cigarette électronique, et le cannabidiol et le cannabis. Et en fait, on a fait ça parce que dans une précédente étude, on avait vu que les patients qui fumaient avaient plus de neuropathie chimio-induite, ou du moins des neuropathies plus sévères. Donc on a voulu creuser un peu le truc.
Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Je vais faire assez simple. Chez les patients qui consommaient de l'alcool, aucun lien avec la douleur. Pas plus, pas moins. C'est plus une typologie d'hommes. Et par contre, ce que l'on a vu, et il faut faire attention à ce que l'on dit, les patients qui consommaient de l'alcool, alors c'était des données qui ont consommé de l'alcool au moins une fois dans le mois dernier, ce sont des patients qui étaient mieux. Et en fait, on a un effet, il y a plus de consommateurs d'alcool après le cancer que pendant le cancer. Et alors, je veux pas faire d'interprétation abusive. C'est facile de faire dire un peu tout n'importe quoi sur des chiffres. Je ne sais pas si c'est pas plutôt un effet de retour un peu à une vie quasi normale après le cancer et peut-être un peu d'hédonisme, de vouloir s'accorder une consommation d'alcool quel qu'il soit. Je tiens à insister que l'alcool, c'est le prof de toxico de pharmacie, de la faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand qui parle, l'alcool est toxique dès le premier verre et qu'on ne peut pas encourager la consommation d'alcool. Ça, c'est important. Le tabac. Le tabac, on a un lien fort entre le tabagisme et la douleur. C'est très net, c'est connu. La nicotine est analgésique. La consommation chronique de nicotine via le tabagisme va entraîner une diminution de l'efficacité analgésique de la nicotine et une sensibilisation à la douleur des patients. Il y a plus de patients tabagiques dans les populations de patients douloureux que dans la population générale. Donc là, il faut encourager les patients à pouvoir se sevrer, mais ça veut dire aussi qu'il faut gérer la douleur chez ces patients. Sinon, le sevrage, on n'y arrivera pas. Et c'est plutôt marqué chez les hommes, d'une moyenne d'âge 45-65 ans. Pour la cigarette électronique, aucun lien avec la douleur. C'était plutôt des sujets jeunes qui consommaient cigarette électronique avec un poids normal. On retrouvait une altération de la qualité de vie puis de la précarité. Alors je ne l'explique pas. Peut-être que les gens sont venus à la cigarette électronique aussi pour des problèmes financiers, puis ça coûte moins cher que le tabac. Pas d'explication, mais dans le contexte cancer-douleur, pas de lien. Cannabidiol. Les sujets qui consommaient du cannabidiol avaient des douleurs. Il y avait un lien fort dans notre population. Alors, ça ne veut pas dire que le cannabidiol entraîne des douleurs. Là, ce que l'on dit, c'est que dans la population de sujets douloureux, ils consommaient du cannabidiol. Ce que je ne sais pas, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'était une prescription médicale ou si c'était une automédication. Et donc peut-être des patients douloureux en quête de traitement alternatif parce que peu ou pas ou mal pris en charge. Un profil aussi de patients dénutris. On n'a pas d'explication. Et on a aussi voulu explorer le cannabis. Alors quand on parle cannabis, c'est pas cannabis thérapeutique, c'est consommation de marijuana, produits illégaux. Donc on avait peu d'individus qui ont déclaré consommer du cannabis. Aucun lien avec la douleur. Par contre, ce que l'on voit, alors c'est sur le tableau à droite, mais c'est trop petit, c'est plutôt un profil d'homme jeune et anxieux. Ce qui laisse penser aussi, ce qui rappelle aussi peut-être les méfaits de ces produits ou le lien avec la consommation de cannabis et des traits éventuellement psychiatriques chez les patients ou ayant des désordres au quotidien. Alors un petit focus, j'ai encore du temps, un petit focus sur les neuropathies périphériques chimio-induites. Je crois que chaque fois les quelques fois où j'ai pu échanger avec Laure, je parle toujours de neuropathie périphérique chimio-induite. Alors c'est en fait mon sujet historique de recherche à Clermont-Ferrand. Et c'est donc typiquement une situation, des médicaments qui sont pourvoyeurs de douleurs neuropathiques. Donc les neuropathies périphériques chimio-induites, ce nom barbare, c'est un effet indésirable caractéristique d'anticancéreux que l'on va dire neurotoxiques parce qu'ils vont altérer les nerfs. Alors ces anticancéreux, je les ai mentionnés à gauche, il y en a pas mal, mais notamment des anticancéreux comme, je vais les citer parce que ça a un peu d'importance, mais le paclitaxel, vincristine, ribuline, cisplatine, oxaliplatine. Ça, c'est des anticancéreux récents, là, quand on parle des védotines, ce sont des produits qui sont des anticorps conjugués des anticancéreux, et puis un peu plus anciens, le bortezomib, thalidomide. Sous ces noms barbares, en fait, ce sont des anticancéreux qui sont très utilisés dans le cancer colorectal, le sein, le poumon, la prostate, l'ovaire, le myélome multiple, les cancers urothéliaux, alors c'est la védotine, lymphome, leucémie. Ce que je veux dire là, c'est que ce sont des cancers très prévalents et donc tous les ans, beaucoup de patients sont exposés à ces anticancéreux neurotoxiques et seront donc malheureusement exposés au risque de développer des neuropathies périphériques. Alors ces neuropathies périphériques, ce sont des atteintes des nerfs que l'on caractérise sensitivo-motrices.
surtout sensitives, c'est-à-dire que les patients vont avoir des désordres à type de fourmillement, picotement dans les mains, dans les pieds. Hein, on parle de neuropathie distale et symétrique. On dit en gants et chaussettes. J'ai mis le petit bonhomme sur la droite. En fait, c'est surtout les extrémités distales qui sont touchées, probablement plus les pieds que les mains. Les symptômes sont décrits comme plus sévères au niveau des pieds que des mains. Et puis plus c'est sévère, plus ça remonte. Donc, fourmillement, picotement, parfois hypersensibilité au froid, au chaud. L'oxaliplatine, dans le cancer colorectal, est très connu pour entraîner une hypersensibilité au froid. C'est-à-dire qu'un patient qui va toucher un objet qui fait peut-être 20 degrés va dire que ça fait mal. Alors que nous, on va juste sentir que c'est froid ou frais, mais ça peut être ressenti comme de la douleur. Les données de la littérature laissent entendre que c'est quasiment les 2/3 des patients exposés à ces produits qui auront des neuropathies périphériques. Donc c'est quand même beaucoup de patients. Alors cette proportion varie selon les produits, selon les doses reçues par les patients. Donc il ne faut pas prendre ce chiffre, je dirais brut. Par exemple, nous dans l'oxaliplatine, dans le cancer colorectal, on a des chiffres plus petits. On est plutôt, on va dire, 40 à 50% des patients la première année qui auront des neuropathies et plus ou moins sévères. Ces neuropathies régressent avec le temps, mais peuvent durer longtemps. On sait que les symptômes s'améliorent, et dans le cas de l'oxaliplatine, dans le cancer colorectal, dans le cas d'une étude, on a trouvé jusqu'à un quart des patients, un patient sur 4, 5 ans après la fin des traitements. Donc ça récupère, mais ça peut être plus ou moins long, mais ça aussi c'est dépendant des produits. Et ces neuropathies chimio-induites sont associées à de la douleur neuropathique, et d'ailleurs c'est un marqueur de sévérité de la neuropathie. Et là aussi, comme décrit juste avant pour la douleur, anxiété, dépression, altération de la qualité de vie, troubles du sommeil, fatigue, des chutes. Il faut faire attention, les patients peuvent tomber parce qu'ils sentent moins bien le sol sous leurs pieds et peuvent avoir des accidents dans les escaliers ou autres. Il est très important d'évoquer avec son oncologue, voire avec son médecin traitant, mais surtout l'oncologue, la présence de symptômes un peu étranges, de fourmillement, picotement, parce qu'il ne faut pas attendre pour intervenir, c'est-à-dire éventuellement réduire, changer les protocoles de chimiothérapie, voire proposer des traitements pour atténuer les symptômes. Il y a des recommandations pour le traitement de ces neuropathies périphériques chimio-induites et qui sont malheureusement pas très bien suivies en France. Dans le monde, je ne sais pas, mais en France, je sais que ce n'est pas terrible. Ce qu'il faut retenir, il n'y a rien à faire pour prévenir. Il ne faut rien proposer pour prévenir ces neuropathies. Aucune donnée de la littérature scientifique prouve l'efficacité, voire il y a certains produits qui sont pires. La carnitine, par exemple, c'est un acide aminé, c'est pire. Il ne faut pas le faire. Et ce qui est important à savoir pour les patients, et surtout pour les oncologues, mais je pense que c'est bien aussi que les patients le sachent, la seule molécule qui a démontré son efficacité dans une étude clinique de grande envergure internationale, c'est la duloxétine. J'en reparlerai juste après. C'est un antidépresseur, c'est un type d'antidépresseur, et c'est le seul qui a démontré une efficacité. Et encore, c'est une efficacité, on va dire, modérée. Le niveau de recommandation est modéré. Et malheureusement, on sait qu'en pratique, peu de patients sont pris en charge. Je pense qu'on est à moins de 10% des patients qui ont une neuropathie sont pris en charge, et surtout pas avec la bonne molécule. Ils sont traités avec la prégabaline, c'est le médicament que citait le monsieur tout à l'heure, le Lyrica. Quelques perspectives non pharmacologiques qui sont très intéressantes. C'est encore en cours de validation. L'activité physique adaptée apporte des résultats tout à fait intéressants, et il y a peu ou pas d'effets indésirables. Et plus des bénéfices sur la santé, le cœur, votre humeur. Je pense, il y a beaucoup de choses à faire, à explorer sur l'activité physique adaptée. Il existe la cryothérapie, la cryocompression. Comme on met des casques réfrigérés sur la tête des patientes pour limiter la chute des cheveux pendant la chimiothérapie, il y a des études qui apportent des résultats assez intéressants à mettre des gants ou des chaussettes froides pour limiter l'effet d'anticancéreux au niveau des mains et des pieds. Et enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, la photobiomodulation, l'effet de la lumière, de certaines longueurs d'onde. On est dans le rouge, l'infrarouge. Il y a des données alors, j'insiste, ce n'est pas encore complètement validé, mais il y a des données biologiques qui sont assez surprenantes. C'est-à-dire qu'on a des effets au niveau cellulaire, et je sais que dans les mucites, notamment, ça marche bien. Une slide que je pense passer rapidement parce que de toute façon, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais juste pour rappeler qu'en France, la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur remet à jour régulièrement des recommandations de prise en charge des douleurs neuropathiques. Et ce que citait le monsieur tout à l'heure, effectivement, c'est qu'à un moment donné, il a rencontré des médecins experts dans la douleur, et il a pu être proposé une prise en charge adaptée à son type de douleur avec des thérapeutiques validées.
et qui apporte une efficacité. Et il y a une protocolisation de qu'est-ce qu'on peut donner en premier. Alors, en fonction du type de douleur, qu'est-ce qu'on peut donner en première ligne, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut proposer en deuxième ligne et en troisième ligne. Et ces stratégies de prise en charge évoluent régulièrement. Et il y a toujours quelque chose à faire. C'est le message que je souhaite apporter avec cette diapositive qui est un peu chargée. Donc pour conclure, la douleur dans le cancer est un réel problème, clairement. 50% pendant, 40% après. Moi, je ne sais pas si on n'est pas entre 40 et 50% pendant et après, avec un impact fort sur la qualité de vie. Le tabac, alors c'était un peu le message au travers de cette étude que l'on avait faite, mais attention au tabac. Il est important de diffuser et de suivre les recommandations de prise en charge, et Alice Corteval en reparlera après, mais avec le site Cancer et douleurs que l'on a mis en route, c'est aussi cette volonté de pouvoir rendre accessible l'information aux patients et aussi aux professionnels de santé. Il ne faut pas hésiter à en parler aux oncologues et aux médecins traitants. Il y a des choses à faire. Et alors j'ai mis une paire de baskets, mais parce que ça, c'est pas forcément besoin d'être prescrit, d'avoir une activité physique. Je profite de l'auditoire pour rappeler qu'on a une étude en cours qui est soutenue par la Ligue contre le cancer et avec toutes ces associations de patients et notamment l'association Patients Réseau, et qu'on remercie. Peut-être certains ce soir qui nous écoutent ont déjà répondu. On a une étude en cours pour explorer la relation entre la santé sexuelle et la douleur dans le contexte du cancer. Alors c'est une étude un peu similaire à ce que j'ai présenté avant, mais c'est toujours pour alimenter nos connaissances autour de la douleur et du cancer. Et la question de la santé sexuelle est venue en fait naturellement dans les précédentes études. C'est-à-dire que les patients nous laissaient des informations autour de cette notion-là. Donc je remercie l'association de patients, je remercie l'IRESP, l'INCa, la Ligue contre le cancer qui nous ont aidés à construire ces études. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, pour vous dire qu'on a encore d'autres études en tête sur l'automédication et la douleur. On a fait une étude il y a quelques années où ça laisse penser que les patients qui souffrent vont aller spontanément vers l'automédication, et il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, et ça serait bien de voir plus clair. Et on voudrait voir aussi faire une étude sur les parcours de soins après le cancer. Alors, cancer du sein, autour de la douleur, parce qu'on dit que les patients ne sont pas bien pris en charge, mais ça, c'est un peu extrapolé de nos données, et on voudrait aller un peu plus loin avec des données réelles de santé issues de l'assurance maladie. Voilà, je vous remercie. Votre micro est coupé, Laure. Excusez-moi. Donc déjà, dans le chat, je vous mets le lien vers la fameuse enquête de ceux qui souhaiteraient participer à ces travaux qui permettent de faire avancer justement la connaissance des expériences, des problématiques pour améliorer les prises en charge. Alors, on ne peut pas répondre à des situations individuelles. On n'est pas dans une consultation, et vous avez bien compris la complexité de cette prise en charge de la douleur pour chacune d'entre vous. Donc, avec Oriane, on va essayer de remonter, de rendre un petit peu plus global ces préoccupations. Il y a une première question sur sur la notion de dose, d'intervalle de dose, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne se sent pas soulagé, si on est douloureux, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que on peut garder, on peut avoir la main sur tout ça? Enfin, comment les patients peuvent gérer et parler de cette problématique d'ajustement? Alors, on fait de la titration, mais là, sur le coup, et je vais en profiter, excuse-moi Nicolas, Nicolas est un clinicien, médecin de la douleur. Peut-être que je te laisserai répondre sur la gestion de l'augmentation de doses des analgésiques entre l'efficacité thérapeutique, la gestion des effets indésirables. Ce sera certainement plus pertinent que moi, plus juste du moins. Tu veux que je réponde tout de suite? Oui. Mais très simplement, de toute façon, pour les antalgiques, on cherche toujours la dose minimale efficace et bien tolérée. C'est en une phrase. Dose minimale efficace et bien tolérée. C'est pas la même pour tout le monde, même si on a quand même un ordre de grandeur en termes de posologie qui a été validé par les études scientifiques. Donc on sait jusqu'où on peut aller d'abord en toute sécurité, même si les effets indésirables peuvent arriver. Et on sait qu'au-delà des posologies max, le rapport entre les bénéfices et les risques risque de s'inverser en faveur des risques, comme toujours.
Donc, on augmente souvent progressivement parce que ce sont des médicaments qui sont soit généralement des opioïdes, des antidépresseurs, des antiépileptiques, surtout pour les douleurs neuropathiques. Et donc, si on veut que le médicament soit bien toléré, si on veut avoir une chance de pouvoir tester correctement le médicament, il vaut mieux aller doucement. Plutôt que de vouloir aller trop vite, parce que si on va trop vite, on monte trop vite. Et généralement, c'est là où on voit apparaître des effets indésirables qu'on n'aurait pas vu apparaître si on était allé plus lentement. Donc, parfois, il faut aller assez lentement, c'est-à-dire augmenter tous les 15 jours, 4 semaines, même si le patient peut avoir une demande d'aller plus vite, qui est légitime. Mais en expliquant les choses, généralement, c'est bien compris. Et on évite l'apparition des effets indésirables comme cela. Et puis, on cherche cette dose minimale efficace. Et puis, on a un objectif thérapeutique toujours. On fixe, avant de mettre en place un traitement, on discute avec le patient de l'objectif thérapeutique. Qu'est-ce que l'on veut obtenir comme effet avec ce médicament? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Est-ce qu'on veut un soulagement de 30, 40, 50% de ces symptômes? 100%, c'est rarissime. On promet jamais 100% de toute façon. Et on parle d'ailleurs, on va au-delà de la douleur, parce qu'on sait que certains médicaments peuvent avoir des effets sur des symptômes connexes à la douleur, comme le sommeil par exemple, pour prendre juste cet exemple-là, voire l'anxiété. Et donc on peut intégrer ces paramètres-là aussi dans la notion d'efficacité. Merci beaucoup, et je pense que du coup ça répond en partie à la problématique de Sylvie qui justement dit bah voilà, j'ai des douleurs, j'ai un certain nombre de problématiques, mais je crains si je prends la dose qu'on me propose d'être confuse ou autre. Donc il y a vraiment ce pas à pas à faire avec l'équipe et en collaboration avec le médecin pour donc se donner un peu de temps pour trouver des équilibres de prise en charge de la douleur. Oui, ces effets indésirables sont très souvent réversibles aussi. Donc, au cas où ils apparaissent, il suffit de redescendre, non pas forcément d'arrêter le traitement, mais de redescendre afin de les voir disparaître. Merci. Professeur Balessac, vous avez évoqué différentes alternatives en cours d'expérimentation ou pas. On a eu notamment une question sur le CBD, le cannabidiol que vous avez évoqué, dont on a souvent, on rappelle toujours le message de dire demandez à votre équipe soignante, n'ayez pas de tabou si vous voulez, voilà, si vous avez entendu parler de quelque chose, parlez-en toujours à votre équipe soignante parce qu'ils savent les potentielles interactions médicamenteuses, et c'est justement là-dessus que j'aimerais vous interroger. Y a-t-il des interactions? Parce que le cannabidiol est en fait accessible à tous, donc c'est un message aussi peut-être de prévention par rapport à des traitements qui seraient en cours chez certains et chez certaines. Ouais, décidément, les questions ne sont pas pour moi en fait, mais oui, alors Nicolas va parler après du CBD, du THC dans le cadre de l'expérimentation sur le cannabis médical. Ce qui est clair, c'est que aller spontanément en termes d'automédication vers ces produits ou autres, hein, je parle pas forcément que ça peut pas forcément être que le CBD. Déjà, il faut faire le distinguo, je pense, de pendant le cancer, après le cancer, parce qu'il y a des risques d'interaction qui ont été soulevés avec tout un tas de produits, hein, pas forcément qu'avec le CBD, et les traitements anticancéreux reçus par les patients. Notamment tout ce qui est thérapie orale, dispensée en officine, tout ce qui est les inhibiteurs tyrosine kinase ou autres, sont des médicaments qui sont assez sensibles à l'inhibition ou l'induction de l'activité enzymatique. Notre organisme nous débarrasse, enfin, métabolise tout ce qui rentre dans notre sang au niveau du foie. Et ces enzymes, on peut activer, les rendre plus actifs ou alors les bloquer ou diminuer leur activité. Et ça va avoir des répercussions sur les médicaments que l'on prend s'ils sont métabolisés par ces mêmes enzymes. Et le risque, si je fais très schématique, si on a une inhibition enzymatique, on va moins dégrader notre médicament et donc on a un risque de surdosage. Et inversement, si on a une induction enzymatique, on va plus métaboliser le médicament et on risque de rendre le médicament inefficace. Je schématise énormément. Et donc, il y a de réels risques d'interaction médicamenteuse et je pense sincèrement que quel que soit le produit, en parler à son pharmacien, à son médecin traitant, à son oncologue, je pense on est quasiment à 50% des patients après le cancer qui font de l'automédication, tout confondu. Et les premiers produits qui sortent, ce sont les compléments alimentaires. Tout n'est pas safe.
je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'automédication, parce que je pense que même si on dit non, les patients le feront quand même. C'est juste qu'il faut quand même avoir une approche raisonnée, ouverte, en discuter, raisonnée, et s'assurer que les pratiques sont faites dans des conditions sûres, sécures. On ne prend pas de risques inutiles. Je pense qu'avec votre réponse, vous répondez aussi à la question de Corinne qui est sous TKI et qui est ce sujet. Justement, vous avez au début de la présentation, vous avez dit qu'on a parlé de chimiothérapie qui sont assez connus. Donc là, les équipes de soins généralement préviennent les patients que potentiellement ils peuvent avoir ce type de douleur qui arrive. Je rappelle que franchement, au départ, quand on sent des picotements, des fourmillements, on ne parle pas de douleur, donc c'est vraiment important d'utiliser ces mots-là et dans nos réseaux et dans ce groupe, on cherche vraiment à dire, voilà, ces picotements, ces fourmillements, il faut en parler parce que justement, peut-être que le médecin va... Ça s'aggrave. En fait, la douleur est un symptôme plutôt d'une neuropathie avancée, c'est-à-dire qu'au début, ça picote, ça fourmille. Voilà, non, il faut en parler. Il ne faut pas attendre d'avoir mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un message qui est important. Mais vous avez laissé entendre que justement, avec certaines thérapies ciblées, avec l'immunothérapie, il pouvait y avoir aussi un certain nombre de douleurs. Ça, c'est un petit peu moins connu. On a assez récemment un patient sous TKI qui a eu un cheminement assez long qui s'est avéré avoir vraiment des douleurs neuropathiques qui allaient assez brutalement et de façon assez invalidante. L'immunothérapie, c'est voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire là s'il y a des travaux en cours, si c'est déjà bien précisé, s'il y a des recommandations pour ces classes un petit peu moins, un peu moins de contenu d'infos? Alors, les choses sont un peu mélangées. Alors, l'inhibiteur tyrosine kinase, il y a peu de produits à ma connaissance qui sont vraiment pourvoyeurs de douleur ou de neuropathie. Après, il faut faire attention, c'est que des fois, ces produits peuvent arriver, être instaurés chez le patient après une chimiothérapie. Et il y a certains anticancéreux, notamment ce qu'on appelle les sels de platine, qui sont un peu sournois, c'est-à-dire que pendant la chimio, tout se passe bien, ou du moins pas trop d'effets indésirables neurologiques, et ça apparaît après la fin de la chimiothérapie. Et il n'est pas impossible qu'après la fin de la chimiothérapie injectable à l'hôpital, le patient démarre un autre traitement et qu'on voit apparaître des effets indésirables des traitements précédents. Pour l'immunothérapie, il y a probablement assez peu d'effets neurologiques, il y en a, plutôt rares, parfois sévères, mais plutôt rares. Et dans le cadre de la douleur, il y a ce qui a été décrit, c'est des espèces de syndrome algique, c'est-à-dire de douleur un peu généralisée. Et des discussions que j'ai pu avoir avec oncologues, mais surtout infirmières de coordination IPA, en fait, ces douleurs, et comme beaucoup d'effets indésirables de l'immunothérapie, cèdent très bien avec soit la diminution des doses, soit l'instauration d'une corticothérapie, de corticoïdes. En fait, ça va être juste de moduler un peu le système immunitaire qui s'est un peu trop boosté sous l'effet de l'immunothérapie. L'immunothérapie, l'objectif de l'immunothérapie dans le cancer, c'est de stimuler le système immunitaire pour tuer les cellules cancéreuses. Notre système immunitaire nous protège contre les cellules cancéreuses. Et donc, c'est assez, j'espère que c'est confidentiel, mais c'est clairement moins fréquent que ce que j'ai pu décrire. Et visiblement, ça se prend bien en charge avec des corticoïdes. Merci. Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au professeur Nicolas Authier. Et puis, voilà, on reviendra de toute façon vers vous tous en fonction des questions. Professeur Authier, on va vous donner la parole. Parfait, merci. Merci pour cette invitation à échanger avec vous sur une nouvelle fois sur ce sujet du cannabis médical et en essayant un peu de le contextualiser autour du cancer, y compris dans les situations post-traitement, puisqu'on a déjà évoqué le fait qu'il y avait des douleurs séquelaires, résiduelles, bien qu'on puisse être en rémission ou en guérison d'un cancer. Alors, je vais évoquer avec vous quelques... Votre micro s'est fermé. Ah, mon micro s'est fermé. Bon, d'accord. Voilà, ce sont les liens d'intérêt liés à mes implications dans la société d'évaluation et de traitement de la douleur, et puis en tant qu'administrateur aussi de la fondation Analgesia, qui ne sont pas forcément en lien avec le cancer, mais peu importe, je vous ai tout mis. Ça m'évite de faire le tri. Rapidement, concernant cette plante stupéfiante, y compris réglementairement,
c'est une plante que l'on appelle le cannabis ou qu'on appelle le chanvre. En réalité, c'est une plante avec une seule espèce et de très très nombreuses variétés qui a été identifiée il y a plus de 10 000 ans en fait en Asie, et puis qui a migré à partir de l'Asie dans différents pays pour arriver aussi en Europe, bien entendu, et qui a même été domestiqué pour différents types d'usages. Et on a maintenant une confirmation génétique qu'il n'y a bien qu'une seule espèce, qui s'appelle Cannabis sativa L. Voilà. Et à partir de cette espèce-là, vous avez de très nombreuses variétés qui vont produire, notamment au niveau des inflorescences, on va voir cela, différents types de substances. Voici cette plante en dessin et en image, en photo. Ce qui nous intéresse le plus dans cette plante, c'est l'inflorescence, avec de très nombreuses fleurs en réalité qui sont collées les unes aux autres et qui se trouvent au sommet de la plante. Et au niveau de ces fleurs, on aperçoit au microscope des structures glandulaires que vous avez en bas à droite de l'image. Vous voyez ces petites glandes qui contiennent du liquide, et à l'intérieur de ce liquide, vous avez les substances actives qui vont nous intéresser. On a déjà parlé du cannabidiol, du CBD, qui est contenu dans les plantes de cannabis, mais aussi on parlera du THC, le tétrahydrocannabinol, qui est plus connu dans les usages mal nommés récréatifs probablement, mais qui est la substance la plus psychoactive qu'il y a dans le cannabis. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup en termes de substances actives, c'est ce qui est présent dans les inflorescences et particulièrement dans ces structures glandulaires. Il n'y a rien dans la tige qui nous intéresse, il n'y a rien dans les feuilles, bien que le cannabis soit souvent représenté par ses feuilles, sauf par contamination à partir de la fleur, bien sûr, et il n'y a rien dans les racines, il n'y a rien dans les graines. Et puis vous avez différents types de variétés, effectivement. Alors vous avez souvent ce qu'on appelle le chanvre, qui est une variété à fibres. C'est le mot français en fait, mais qu'on utilise pour les variétés à fibres qui sont utilisées pour les textiles, l'alimentaire, l'industriel. On utilise la tige pour cela. Et puis il y a le cannabis, qui sont des variétés à phytocannabinoïdes, les fameux CBD et THC, c'est ce qu'on appelle les cannabinoïdes, phyto parce qu'ils sont d'origine naturelle pour cela, et avec différentes finalités d'usage. L'usage dit bien-être, ce sont toutes les boutiques qui vendent des produits contenant du CBD, du cannabidiol, sous différentes formes, mais c'est aussi les usages hédoniques, avec le THC, les fameux joints, plus souvent, et puis les usages médicaux dont on va parler plus particulièrement, qui impliquent à la fois le CBD, mais aussi souvent le THC. Je passe rapidement sur l'histoire. Je l'ai dit, ça fait plus de 10 000 ans qu'on a pu identifier que il y avait une culture de cette plante, du chanvre, depuis l'Asie du Sud-Est. Et puis, ça fait environ 4 000 ans qu'on a pu différencier des cultures pour différentes finalités de cette plante, avec des écrits qui sont très anciens. Vous voyez, 3e siècle avant Jésus-Christ en Chine, sur le premier usage médical, avec des usages qui portaient sur des douleurs qu'on qualifiait d'insupportables, des rhumatismes, le paludisme, les règles douloureuses, parfois les accouchements, ou des douleurs dentaires. On a retrouvé des écrits égyptiens, indiens, grecs, romains. Et, le cannabis a même été inscrit dans la pharmacopée française entre 1866 jusqu'en 1953, la période à laquelle on était en pleine guerre à la drogue. On y est toujours un peu d'ailleurs, même peut-être de plus en plus, mais c'était le début depuis 1937, depuis le Marijuana Act aux États-Unis, où une guerre à la drogue s'est intensifiée, et donc il a été de plus en plus difficile d'utiliser pour les pharmaciens des produits à base de cannabis, qu'il faut bien le dire aussi, dont l'usage était très empirique à l'époque. Alors, les produits dont on parle, le tétrahydrocannabinol en bas à gauche, au milieu le cannabidiol, c'est les deux principales substances qui pour l'instant, sont vraiment utilisées avec un intérêt dans un domaine médical. Il y a d'autres substances, il y a des dizaines d'autres substances cannabinoïdes dans la plante, mais pour l'instant, on va dire que le niveau de preuve ou le niveau de connaissance n'est pas encore totalement suffisant pour savoir si on pourra vraiment les utiliser dans une finalité thérapeutique chez l'homme. Et au-dessus de ces deux molécules, vous en avez deux autres qui sont écrits en tout petit, peu importe les noms. Et en fait, ce sont nos propres cannabinoïdes, c'est-à-dire le corps
notre corps, notre organisme fabrique ses propres cannabinoïdes. Ils ont des noms différents, mais ils vont aller s'accrocher sur des récepteurs qu'on appelle les récepteurs cannabinoïdes. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on prend du THC ou du CBD, ça peut avoir un effet. C'est parce qu'on a déjà des récepteurs pour cela et on a déjà nous-mêmes nos propres endocannabinoïdes. C'est un peu le même schéma qu'on aurait pu réaliser avec les opioïdes, avec la morphine ou la codéine ou le tramadol. C'est-à-dire qu'on a nos propres endorphines, nos encéphalines, etc., avec donc des récepteurs aux opioïdes. Et quand on rajoute des produits externes comme de la morphine, eh bien, on va aller moduler encore plus ce système préexistant. Alors, le cannabis médical, de quoi parle-t-on? On pourrait appeler ça des médicaments à base d'extrait de cannabis. C'est le terme utilisé, consacré, on va dire, dans les textes réglementaires. Médicaments à base d'extrait de cannabis, c'est assez clair. Hein. Donc, ça veut dire que c'est d'origine naturelle. C'est pas les médicaments d'origine synthétique, parce qu'il en existe. Je vous en dirai un mot juste après. Ce sont des médicaments qui sont composés de THC, de CBD, de l'un, de l'autre, des deux dans des proportions variables. Donc, c'est plutôt une famille de médicaments. C'est pas un médicament. Ils sont au standard pharmaceutique, c'est pour ça qu'on peut parler de médicaments. Ils sont prescrits par des médecins, dispensés par des pharmaciens. Donc on n'est pas du tout dans le marché du CBD dit bien-être, c'est autre chose. Il existe déjà 3 médicaments autorisés en France. Un qui s'appelle l'Epidiolex et qui est accessible et qui contient essentiellement, qui est un médicament enrichi en CBD, utilisé pour des formes d'épilepsie graves, pharmacorésistantes, dès l'enfance. Et puis, il y a le Sativex, qui lui n'est pas accessible, mais qui est autorisé depuis 2014, qui est un mélange de CBD et de THC, utilisé dans la spasticité, c'est-à-dire les troubles musculaires liés à la sclérose en plaques. Malheureusement, il est autorisé, pas accessible, pas commercialisé, puisqu'il n'y a pas d'accord sur le prix entre le laboratoire et l'État. Puis enfin, il y en a un qui est en accès compassionnel, qui s'appelle le dronabinol. Dronabinol, en fait, c'est le nom de la molécule du THC. Le nom commercial, c'est Marinol. Il est indiqué dans les douleurs neuropathiques, périphériques ou centrales, résistantes. Et donc, c'est du THC synthétique, en fait. C'est pas du tout d'origine naturelle, c'est un THC synthétique. Alors, synthétique ou naturel, c'est pas ça qui fait le risque, et ce n'est pas ça qui fait non plus l'efficacité. Hein. On a des médicaments d'origine naturelle très dangereux en médecine et des médicaments d'origine synthétique qui sont très très bien tolérés. Donc il faut pas. Après, on peut avoir des convictions personnelles sur des choix, mais ce que je veux dire, c'est que de manière rationnelle, c'est pas des arguments rationnels en tout cas pour aller choisir un médicament ou un autre. Donc vous voyez, on a des médicaments qui sont soit riches en CBD, soit riches en THC, soit équilibrés en CBD et THC. On a essentiellement ça, le cannabis médical, dans les dizaines de pays où ça a été autorisé. Ce sont des médicaments avec ces 3 types de composition. Vous avez ici des exemples de médicaments qu'on a utilisés en France, qu'on utilise toujours en France. Ce sont les huiles à prendre par voie orale avec une pipette. Et puis on va prendre un certain nombre de millilitres qui correspondent à un certain nombre de milligrammes de l'une ou l'autre ou les deux substances actives dont on vient de parler. Il y a 5 situations cliniques, alors la diapo, elle a bougé là, je sais pas pourquoi, c'est pas grave, je vais vous les dire à l'oral. 5 situations cliniques qui sont retenues en France par l'Agence du médicament et qui correspondent aux principales situations de par le monde pour lesquelles on les utilise, même s'il y a des pays qui sont beaucoup plus larges. Les douleurs neuropathiques, on vient d'en parler, à condition d'être réfractaires aux thérapies accessibles. Des épilepsies sévères pharmacorésistantes, des symptômes rebelles en oncologie, on va y revenir. Donc c'est des symptômes qui sont liés au cancer ou à ses traitements. Mais c'est pas l'indication traitement du cancer, hein, c'est traitement des symptômes associés. Je dis ça parce qu'on leur dira un mot, il y a quand même aussi des études qui cherchent à voir s'il n'y a pas un intérêt pour traiter le cancer lui-même. Les situations palliatives, qui sont très souvent liées à des problématiques aussi de cancer sur le terrain, donc pas forcément des situations terminales, hein, on parle de situations palliatives qui peuvent durer des années. Parfois. Et puis enfin, le 5e que l'on voit pas bien, c'est la spasticité que j'évoquais tout à l'heure. La spasticité douloureuse, c'est contractions musculaires anormales, notamment dans la sclérose en plaques ou associée à d'autres lésions du système nerveux central, de la moelle ou du cerveau, c'est-à-dire après un accident vasculaire cérébral, par exemple, ou après une lésion de la moelle épinière, après un accident de la route, par exemple. Quelques résultats, je vous donne de l'expérimentation française. Pour vous dire, on a traité 3200 patients au total. On ne peut plus inclure de nouveaux patients depuis le mois de mars 2024, bien qu'on ait essayé. Pour l'instant, on est bloqué par des décisions, on va dire, de gouvernement. Mais 3200 patients ont été traités et dans les 2 premières années, on en a traité 1338 pour les douleurs neuropathiques.
avec des patients donc qui avaient ces fameuses douleurs qui se présentent sous forme de décharge électrique, coups de poignard, sensation d'écrasement, de déchirement, en fonction des zones qui ont été traitées, soit des cicatrices, soit des zones plus larges en fonction de la cause, et dont certains avaient reçu d'ailleurs des médicaments neurotoxiques pour traiter leur cancer. Plus de 2/3 des patients ont eu besoin d'avoir du THC et seul ou associé à du CBD, mais dans la majorité des patients, il y avait du THC pour soulager leur douleur, parce que le CBD seul dans la douleur neuropathique, ce n'est pas efficace. Le CBD seul, d'ailleurs, dans la douleur, ne montre pas d'efficacité sur un plan scientifique, en termes d'évaluation scientifique. Pour autant, il y a des patients qui en consomment et qui rapportent un effet, mais scientifiquement, on n'a pas démontré l'effet du CBD seul dans le traitement des douleurs et encore moins dans les douleurs neuropathiques. C'est des patients pour lesquels on a vu une amélioration de la qualité de vie, leur état de santé global. Ils l'ont noté en amélioration pendant les 3 à 18 mois de suivi qui sont présentés sur cette échelle. C'est des patients pour lesquels on a noté une amélioration importante à très importante rapportée par le patient à 3 mois et à 6 mois pour quasiment un tiers d'entre eux. Alors on pourrait se dire un tiers, c'est pas beaucoup. Oui, mais on est chez les patients chez qui plus rien ne fonctionne. Les patients en impasse thérapeutique. Donc je prends pas les améliorations légères parce que là, on est peut-être plus dans l'ordre de l'effet du placebo. Il vaut mieux être prudent dans ce que l'on dit. La catégorie de douleur, c'est intéressant parce que certains patients avaient toujours mal, mais en revanche, on a beaucoup moins de douleurs fortes ou insupportables et on avait presque plus de douleurs insupportables chez ces patients-là, qui pourtant avaient encore des douleurs, bien entendu. Donc ça, c'est intéressant sur l'intensité de la douleur. Et puis, on a vu que c'est des patients aussi pour lesquels on avait une amélioration importante du niveau d'anxiété et du moral, de l'humeur, avec des diminutions de 3 à 4 points sur cette échelle qui s'appelle la HADS, qui est une échelle assez classique pour utiliser le niveau d'anxiété et le moral des patients. Donc, on a plutôt une amélioration. Ça marche plus particulièrement chez les patients, d'ailleurs, qui avaient une humeur altérée et une anxiété importante. Dans les symptômes rebelles en oncologie, liés au cancer, bien sûr, il y avait les douleurs, notamment les douleurs neuropathiques. Alors, elles étaient incluses dans les données précédentes. Il faut savoir qu'il y a 3 grands axes intéressants pour le cannabis médical. C'est la douleur, on l'a dit, notamment la douleur neuropathique, souvent avec du THC, associé ou pas au CBD. Il y a la cachexie, la perte de poids importante liée à des pertes d'appétit extrêmement importantes. Ça, on le connaît depuis très longtemps, cet effet. Il est plus ou moins important en fonction des patients, mais là aussi, et c'est le THC là aussi qui fait la différence. Attention au CBD qui peut donner un effet inverse. Parfois, il peut donner des pertes d'appétit. C'est plutôt le THC qui est intéressant. Et puis, il y a les nausées-vomissements, où là aussi, l'effet anti-émétique, anti-nauséeux, anti-émétique du THC peut être intéressant. Néanmoins, c'est pas là où il y en a le plus l'usage, parce qu'il y a quand même maintenant des médicaments très efficaces, qui sont les cétrons, qui agissent sur les récepteurs à la sérotonine et qui, eux, quand même, ont du mal à être détrônés en termes d'efficacité sur le traitement des nausées et des vomissements. Mais enfin, ça peut être aussi, au cas où les cétrons soient mal tolérés, ça peut arriver, ou ne soient pas efficaces, ça peut arriver, mais dans 90 à 95% des cas, ils fonctionnent. Ça, c'est les 3 grands axes dans le domaine des symptômes rebelles en oncologie pour le cannabis médical. Voici les données qu'on a eues pour des patients qu'on avait traités sur les symptômes rebelles en oncologie. Alors, vous voyez beaucoup moins. On a traité 202 patients par l'intermédiaire des services de soins de support en oncologie. Et là, vous aviez à peu près 53% qui avaient reçu du THC, seul ou associé au CBD, les autres avaient reçu du CBD. Après, c'était fonction aussi du souhait des thérapeutes, de faire des choix. C'était le début en France de l'usage de ces médicaments. Donc, si on le refaisait maintenant, probablement que ça serait différent. 3/4 d'entre eux avaient des douleurs neuropathiques. Dans ceux qui ont été traités. Ils ont eu une amélioration de leur qualité de vie, de leur ressenti en termes de qualité de vie. Et puis, on a une amélioration légère importante à très importante pour 34%, mais en revanche, amélioration importante à très importante, c'est beaucoup moins important, c'est plutôt autour de 12-13% des patients. Parce qu'il y avait aussi des patients qui n'avaient pas des douleurs neuropathiques, et dans ce cas-là, c'est semble-t-il moins efficace. En revanche, c'était intéressant sur l'intensité de la douleur, qui est passée, on n'avait plus de douleur insupportable, on est passé de 16% à 0%, et puis on avait une amélioration d'au moins 3 points pour un tiers des patients sur l'anxiété et la dépression, ce qui peut être aussi très important, parce que la douleur, il y a la façon de la vivre, et qu'effectivement, si vous êtes plutôt déprimé, plutôt très anxieux, une même douleur sera vécue encore plus difficilement. Donc c'est pas anodin de se dire qu'on va améliorer l'humeur, le niveau d'anxiété. Et d'ailleurs, je le dirai à la fin, mais je pense que le cannabis médical, c'est pas juste un traitement de la douleur en réalité, et ça peut être un traitement
intéressant du patient qui souffre de douleur dans sa globalité. Oui, bon, je vais passer là-dessus, juste pour aller donner des infos sur l'AFSOS qui s'était prononcé sur ce sujet-là en 2022, mais c'est sa dernière audition sur le sujet qui a dit que l'intérêt portait plus sur l'amélioration des symptômes connexes de la douleur, plus que la douleur elle-même, vous voyez, tels que l'anxiété et le sommeil, mais c'est important, et que sur la fatigue, trouble de sommeil, perte d'appétit, l'inquiétude, la tristesse, l'AFSOS considérait que l'usage médical du cannabis pouvait avoir un intérêt, mais pas en première intention, puisqu'on avait d'autres stratégies qui étaient mieux validées et parfois souvent plus efficaces. Voilà, l'AFSOS rappelait que le CBD seul n'avait pas été suffisant et que le THC était souvent nécessaire pour les patients. Donc attention, hein, quand on parle de cannabis médical, on parle pas de CBD, on parle de produits qui contiennent peut-être du CBD, mais aussi souvent du THC. Pour terminer sur les situations palliatives qui étaient souvent en lien avec le cancer, pour l'immense majorité d'entre elles, où là on a traité 300 patients, où là aussi la moitié avait eu du THC et une partie d'entre eux, la moitié avait des douleurs neuropathiques, en tout cas à l'échelle des N4, ça avait été repéré comme tel. Là aussi on a des améliorations importantes, probablement c'est là qu'on avait les améliorations les plus importantes sur la qualité de vie, et puis on avait aussi à 3 mois et à 6 mois, on va dire une amélioration importante sur la quantité la proportion de patients qui rapportaient ces améliorations. On voyait 79% des patients quand même à 3 mois. Généralement, pour équilibrer un traitement de cannabis médical, il faut entre 1 mois et demi et 3 mois parce qu'on prend notre temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait de la titration, on augmente très progressivement les posologies pour éviter l'apparition des effets indésirables, surtout, notamment avec le THC, il y en a avec le CBD aussi, mais quand les patients ont arrêté leur traitement, souvent c'est qu'ils avaient été augmentés beaucoup trop vite avec ces molécules-là. Vous avez ici les douleurs insupportables, vous voyez, qui ont diminué entre T0 et puis 3 mois, 6 mois, ils sont passés à 0%, et puis des douleurs fortes aussi qui ont fortement diminué, passant de 52 à 34, voire 13% des patients. Je passe sur cette échelle. La société, la SFAP, concernant les soins palliatifs, elle dit que les études publiées convergeaient vers un intérêt potentiel du cannabis médical. Alors, au cas par cas, voilà, sans pouvoir vraiment le recommander, et qu'il fallait des données plus robustes, ce qui est le cas en général pour le cannabis médical. Les effets étaient positifs dans le cadre de cette expérimentation. Ils ont surtout été observés avec de l'introduction du THC, moins avec le CBD seul. Et elle considère, la SFAP, que l'usage médical du cannabis a un intérêt en soins palliatifs après l'échec des autres traitements. Donc elle valide en fait la façon un peu dont on l'a proposé dès le départ. Je passe sur les histoires d'interactions médicamenteuses. David les a évoquées. Juste pour reprendre le fond de cette diapo. Une interaction médicamenteuse, ça va dépendre aussi de la dose de CBD. Avec le THC, il y en a très peu, mais avec le CBD, c'est là où il peut y en avoir le plus. Et effectivement, ça va dépendre de la dose. Donc, ce qui est recommandé dans l'automédication avec du CBD, c'est de ne pas prendre des doses très fortes. De toute façon, le prix, généralement, est assez limitant de ces produits, mais éviter de dépasser 100 mg par jour. Parfois, c'est 150 mg qui est proposé, mais parce que la dose étant plus faible, moins vous avez de risque d'avoir des interactions médicamenteuses. Et puis, ça va dépendre des médicaments qui sont associés. Certains peuvent tolérer une interaction sans qu'il y ait de répercussions cliniques. Les effets indésirables existent, je vous en dis un mot, parce que les médicaments, c'est toujours des bénéfices rapportés à des risques. On a eu, sur les 2500 patients traités, on a eu 1274 effets indésirables enregistrés. Alors, il faut dire qu'il y avait un registre, et donc c'était très facile de déclarer les effets indésirables. Donc je pense qu'on a tendu vers une forme d'exhaustivité des effets indésirables rapportés, ce qui n'est pas le cas en pharmacovigilance en général. Il y a eu très peu des cas d'effets indésirables graves, 5,8%, c'est trop, mais c'est considéré comme peu par l'agence du médicament. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des effets indésirables sont apparus au tout début, pendant la phase d'augmentation de la posologie, pour plus de 50% d'entre eux. Et en réalité, on s'est rendu compte avec l'expérience, au fur et à mesure, qu'on pouvait les prévenir, ces effets indésirables, en allant beaucoup plus lentement dans l'instauration du traitement. Les effets indésirables, ils étaient neurologiques, gastro-intestinaux, psychiatriques, cardiovasculaires pour la majorité d'entre eux, pathologie, effets indésirables un peu généraux avec de la fatigue aussi. Et neurologique, c'était surtout une forme de somnolence, qu'on pouvait avoir avec du CBD, moins souvent, mais le CBD peut donner de la somnolence. Des effets gastro-intestinaux, c'est pas très spécifique du cannabis médical. Ils sont à peu près pour tous les médicaments. Les effets psychiatriques, c'était plutôt des effets anxiogènes, et plus rarement
on va dire, de la paranoïa, voilà, avec le THC, mais qui régresse à l'arrêt du traitement ou à la diminution. Mais c'est surtout plutôt un effet anxiogène, parce que le THC, paradoxalement, il peut être à la fois anxiolytique et anxiogène, ça va dépendre des personnes. Et les effets cardiovasculaires, ce sont plutôt des palpitations, voire donc accélération du rythme cardiaque, voire augmentation de la tension artérielle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait contre-indiqué ces médicaments chez les patients qui avaient eu des problématiques cardiovasculaires récentes, comme un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Dernière diapo. C'est pour vous montrer un exemple d'ordonnance, voilà, que j'ai chez certains de mes patients qui sont traités avec, vous voyez, une huile de THC et une huile de CBD, et on a réussi à trouver un équilibre avec ces deux huiles avec des posologies différentes. Alors, vous voyez, il a quand même une posologie assez élevée, ce patient de THC, 25 mg x 2, donc 50 mg par jour. C'est très élevé. C'est pas la majorité des patients ont plutôt des posologies autour de 15-20 mg en THC. 10, 20 même, on va dire. Au-delà, il commence à ressentir des effets indésirables, notamment neurologiques. Mais lui, il avait une certaine accoutumance avec le cannabis parce qu'il s'auto-soignait déjà avec du cannabis par lui-même. Donc c'est pour ça qu'il a une forme de tolérance à des posologies plus élevées. Puis il avait du CBD à 200 mg par jour. Et c'est la combinaison des deux qui nous a permis de noter une amélioration significative pour ce patient et lui conserver son traitement. Voilà, je m'arrête là. Où on en est du cannabis médical? On en est que vous avez peut-être entendu dans les médias que le ministre de la Santé a relancé la procédure qui avait été stoppée pendant 6 mois, qui a failli être arrêtée même à la fin de l'année dernière avec le précédent gouvernement, avec une injonction d'arrêter le traitement chez tous les patients. Cette injonction est tombée, heureusement, et donc on a maintenant un an jusqu'à fin mars, un peu moins d'un an maintenant, jusqu'à fin mars, pour faire avancer la procédure réglementaire, puisque là on est dans le réglementaire. Donc les textes sont partis à l'Europe, décrets et arrêtés, sont partis à l'Europe, ils vont revenir dans 2 mois maintenant, et s'il n'y a pas trop de commentaires, on peut imaginer que la France, le Conseil d'État, publie le décret d'application de la loi, puisque c'est déjà passé dans la loi en décembre 2023, et ensuite que l'Agence du médicament puisse commencer à donner les premières autorisations de médicaments. Mais c'est pas terminé. Ensuite, il faudra négocier les prix. Et ensuite, il faudra poser la question, et elle est déjà posée, elle est en cours, à la Haute Autorité de Santé, de savoir si un remboursement est envisageable pour ces médicaments, et si oui, dans quelle indication. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et avant de prendre vos questions qu'on vous invite à mettre dans l'onglet questions, notre association s'implique dans les problématiques d'accès aux innovations thérapeutiques, et c'est vrai que les patients qui ont mal, on se rend compte qu'il n'y a quand même pas énormément de nouvelles propositions thérapeutiques dans le monde de la douleur, et en tout cas ça nous paraît important, et je pense que les autres associations qui travaillent régulièrement avec vous sont conscientes qu'on a besoin que vous ayez accès à différentes stratégies thérapeutiques. Voilà, que ce soit pas pour tous les patients certainement, mais on regarde ce que vous avez pu nous montrer, parce que en gros, il y a 2-3 ans, quand on avait fait notre webconférence, c'était on va dire, c'était le recrutement des patients. Là, en fait, on voit bien que malheureusement, il n'y a plus de recrutement de patients, c'est bien ça. Ces médicaments n'ont pas d'accès compassionnel ou précoce, ou il n'y a pas de procédure de ce type à date, c'est bien ça? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'éventuellement c'est quelque chose qui serait envisageable d'avoir des procédures d'accès précoce ou pas forcément? Non, l'accès précoce, ça voudrait dire qu'il y a une AMM qui arrive très rapidement, et ça ne sera pas le cas. L'accès compassionnel, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'AMM derrière, mais ça pose des problèmes réglementaires et enfin quasiment on va dire de jurisprudence si on donne un accès compassionnel à ces médicaments. Donc le choix a été fait par le ministère de la Santé, et l'Agence du médicament, de ne pas retenir cette hypothèse. Et en réalité, ce qu'il propose, c'est la création d'un statut ad hoc pour le cannabis médical, voilà, qui est une autorisation de commercialisation, mais avec un statut ad hoc pour 5 ans, renouvelable. Et c'est ce statut-là qui a été soumis pour concertation aux États européens et à la Commission européenne. Donc voilà, on vous demandera de nous tenir bien informés pour qu'on puisse éventuellement relayer ces informations aux patients, parce que les patients concernés, échangeant avec leurs équipes de soins, ça participe à faire circuler l'information utile, parce que c'est vrai que la recherche, c'est très important, mais à un moment donné, c'est vrai que c'est important que les innovations thérapeutiques, elles arrivent pour un maximum de patients.
du coup, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Et alors, donc, je ne sais pas s'il y a des questions tout à fait spécifiques suite à votre intervention. Alors, spécifiquement à l'intervention, non, mais il y en avait eu au fil de l'eau pour lequel le professeur Ottier avait répondu. Et effectivement, il y avait une question sur l'après-cancer, puisque vous en avez parlé, et le professeur Balessac était en train de répondre en direct. J'ai essayé. Voilà. En fait, j'ai voulu répondre et j'ai activé ce qu'il fallait pas faire. Bon. Non, ce que je disais, dans l'après-cancer, c'est dans le cadre de notre étude, traitement anticancéreux terminé et considéré patient, le cancer, c'est d'histoire ancienne. Voilà. Mais nous, on a une majorité, enfin, ce soir, on a aussi beaucoup de personnes qui sont plutôt avec des maladies métastatiques qui se chronicisent. Et donc, pour certains, dans nos réseaux, pendant plusieurs années, vivent avec des traitements. Et du coup, la question de la douleur dans le temps, dans la chronicité, c'est vraiment aussi quelque chose à prendre en compte. Hein. Donc, en gros, la douleur, notamment suite au traitement ou aux chirurgies, elle peut concerner tout le monde. Il y a pendant ces premiers traitements, après les traitements d'un cancer localisé, et aussi pour toutes ces personnes qui vivent avec une maladie métastatique, et notamment les neuropathies, etc., qui sont à prendre au long cours. Et j'ai trouvé important de redire les précautions justement d'interaction qu'on peut avoir avec toutes ces, je veux dire, entre les médicaments pour le cancer et les médicaments pour les douleurs notamment, les précautions que vous avez rappelées par rapport aux compléments alimentaires ou autres activités. On n'a pas cité dans les innovations en cours, dans les approches un peu complémentaires, on a parlé de la photobiomodulation, mais il y a des patients qui rapportent des améliorations avec des protocoles d'acupuncture. C'est pas l'objet ce soir, mais visiblement ça fait partie des choses qui sont en train d'être vraiment validées en termes de protocole. Alors pour l'instant, dans le cadre de moi je travaille surtout sur une neuropathie périphérique chimio-induite, il n'y a pas de recommandation sur l'usage, enfin sur la pratique de l'acupuncture. Par contre, il y a de plus en plus d'études qui méthodologiquement sont robustes, qui apportent des preuves d'efficacité. Donc il y a fort à parier, et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que voilà, il y a de plus en plus d'études qui se font, comme je parlais tout à l'heure de l'activité physique adaptée, etc., ou de la photobiomodulation, enfin toutes ces nouvelles stratégies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va accumuler de plus en plus de résultats issus de ces données d'études cliniques, ce qui permettra à terme de pouvoir statuer si on peut positionner ces stratégies dans la prise en charge des patients, soit d'emblée, soit probablement plus dans des deuxièmes intentions, après d'autres traitements qui ont un niveau de preuve plus important, plus de recul aussi sur l'efficacité. Donc c'est très mouvant en fait, et aussi il n'y a pas tant que ça d'études qui apportent des résultats significatifs. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi pas mal d'études qui ont des résultats négatifs, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. Ça ne marche pas mieux que le placebo, mais dans l'activité physique, l'acupuncture, il y a de plus en plus de données qui vont dans le bon sens. Donc il y a fort à parier que dans les années à venir, ce soit des stratégies qui puissent être proposées aux patients. Super, merci beaucoup. Et ben, on va donner la parole à Mme Corteval, qui va nous présenter la Fondation Analgesia. Pardon, et tout le monde voit l'onglet là que j'ai activé? On peut pas le. Je oui, voulais le. Comment? Ben, c'est vous qui avez la main dessus en fait. C'est pas ça. Pardon. Ben j'ai terminé de répondre. Pardon, ça y est. Merci. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc je vais vous faire un topo rapide sur la fondation et un focus sur le site dont David vous a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Cancer et douleur.
Alors pour commencer, un point sur la fondation et plus spécifiquement sur nos projets de recherche. Donc la fondation, c'est une fondation qui est pionnière dans le développement de solutions numériques pour les patients et pour leurs professionnels de santé. Et c'est une structure qui a été créée à Clermont-Ferrand. Maintenant, je crois que vous avez compris, hein, ça a été dit plusieurs fois dans la soirée. Qui est une fondation partenariale agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 9 ans maintenant. Avec comme membre fondateur le CHU de Clermont-Ferrand, l'Université Clermont-Auvergne, l'école Sigma, qui est une école de chimie, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc elle est basée à Clermont-Ferrand, ses membres fondateurs sont tous clermontois, néanmoins l'objectif de la fondation dès sa création, c'était réellement d'essayer de constituer un écosystème partenarial basé à la fois sur des professionnels de santé, et donc on a des projets de recherche sur lesquels on travaille avec une vingtaine de centres de la douleur un peu partout en France. On a également on travaille avec des équipes de recherche, des pharmacologues avec l'équipe Neurodol à laquelle Nicolas et David sont attachés, et puis également d'autres des équipes de recherche, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, et enfin des associations de patients. Et je me rends compte que j'ai pas dû mettre à jour votre logo, excusez-moi. Mais donc voilà, notamment Patients en réseau et puis d'autres associations de patients sur différents projets. Alors les projets justement, et j'ai fait un focus un peu plus spécifique sur les outils numériques, et j'en ai oublié un parce que bon bref, on en parlera rapidement. Le premier projet, et qui est un projet un peu historique sur lequel on va travailler dès la création de la fondation, c'est le projet IDOL, qui est un outil qui visait à mieux comprendre les patients douloureux chroniques, et qui a été conçu dès le départ comme à la fois un outil pour le suivi des patients dans le soin, mais aussi pour la recherche, et qui est constitué d'une application que les patients utilisent sur leur smartphone, qui permet aux patients de collecter régulièrement des données sur leurs symptômes et sur leur qualité de vie, aux professionnels de santé de visualiser ces symptômes, leur qualité de vie, mais également de renseigner les données sur le diagnostic, sur les antécédents de vie des patients, et également les données thérapeutiques, c'est-à-dire les traitements prescrits, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux. Et en fait, toutes ces données combinées permettent d'un côté aux professionnels de santé de comprendre si les traitements prescrits ont un impact sur l'amélioration des symptômes des patients. Donc c'est un usage direct pour le soin, mais sont aussi intéressants d'un point de vue de la recherche, et c'est pour ça qu'on a connecté à ces deux outils un entrepôt de données qui nous permet de faire ces mots un peu à la mode aujourd'hui de big data, d'intelligence artificielle, de machine learning, mais qui plus pratiquement parlant nous permettent de faire des analyses assez importantes sur ces masses de données, parce qu'on a 20 centres de la douleur qui participent à ce programme, et aujourd'hui 2300 patients qui participent également. Et ça nous permet de faire des analyses intéressantes sur à quoi ressemblent les patients douloureux chroniques, quels sont leurs symptômes, comment leurs symptômes évoluent dans le temps, et puis dans les perspectives à venir d'étudier à quoi ressemblent les patients par exemple qui répondent à tel traitement, pour essayer d'aller vers une médecine un peu plus personnalisée. C'est des choses qui sont très développées dans le cancer. Les thérapies ciblées dans le domaine de la douleur, c'est encore très empirique et un peu abstrait, et donc l'idée c'est aussi peut-être de personnaliser les traitements antalgiques et de mieux comprendre les réponses au traitement. Ça, c'est un projet de recherche qui a débuté il y a pas mal d'années et qui est toujours en cours et qui va nous occuper encore un moment. Alors de ce projet a découlé un autre projet qui s'appelle IDOL Parcours, et qui s'appuie sur l'expérience du projet initial dont je viens de vous parler, et d'un autre projet, et qui est celui dont j'ai oublié d'ajouter la diapositive, qui s'appelle Apésia, parce que vous le connaissez, certains d'entre vous le connaissent, qui est un projet qui est une application ludique, qui est une version simplifiée d'IDOL, mais dans laquelle on a intégré des outils d'accompagnement des patients, et d'accompagnement par des approches non médicamenteuses que vous connaissez peut-être, que sont la méditation, l'éducation thérapeutique, la relaxation, la respiration, la remise en mouvement progressive. Et en fait, ces outils sont proposés dans cette application Apésia. Peut-être certains d'entre vous qui participent à cette conférence ont découlant d'IDOL et de Apésia, on a travaillé ce projet qui s'appelle IDOL Parcours, qui a pour but en fait de sortir des centres de la douleur pour essayer de proposer jusque dans les soins primaires
des outils qui puissent aider à la fois les patients et les professionnels de santé qui les accompagnent, qui ne sont pas des spécialistes de la douleur, donc un outil un peu plus simple à utiliser pour les professionnels de santé. Et dans les perspectives également, un outil qui puisse aider les médecins généralistes à mieux poser les diagnostics, parce que c'est souvent une difficulté pour eux d'identifier quel est le diagnostic de douleur, et surtout proposer les bonnes lignes de traitement en première intention, deuxième et troisième intention. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Vous avez, je pense que les expériences qui ont été partagées là, ce soit dans le chat ou dans les questions, montrent bien que c'est pas toujours les bons traitements qui sont proposés aux patients. Et donc l'idée, c'est qu'en s'appuyant sur les recommandations, on puisse aider les médecins généralistes à proposer les bons traitements aux bons patients. Un autre projet sur lequel on travaille depuis quelques années également, ce sont les outils de réalité virtuelle qui sont arrivés à l'hôpital pour les douleurs aiguës et auxquels on a sur lesquels on a essayé de travailler dans une approche douleur chronique en pensant à un usage répété et donc avec la nécessité de ne pas avoir une seule séance que les patients répètent tout le temps puisque ce serait un petit peu lassant. L'idée là, c'est vraiment de leur proposer un outil d'apprentissage de l'hypnose, de découverte de l'hypnose en réalité virtuelle et d'apprentissage de l'auto-hypnose. Donc, il y a à la fois des séances d'hypnose qui sont proposées dans ce casque de réalité virtuelle et ensuite un programme d'apprentissage de l'auto-hypnose pour que les patients puissent, avec le casque, apprendre à faire de l'auto-hypnose pour ensuite ne plus avoir besoin du casque et réaliser ces séances d'auto-hypnose sur leur téléphone portable, puis après sans aucun outil du tout et être autonome et pouvoir faire ça où ils veulent et quand ils en ont besoin surtout. On a aussi pour projet, alors ça c'est un projet qui n'est pas encore commencé, c'est de travailler sur la réappropriation du corps et la remise en mouvement par le biais de la réalité virtuelle, parce qu'on peut faire aussi des choses intéressantes, notamment dans le domaine de la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement qui a tendance à s'installer chez les patients qui souffrent depuis longtemps. Ça, c'est un projet qui est en cours d'expérimentation, la partie hypnose, au CHU de Clermont-Ferrand. Excusez-moi, j'oublie que c'est moi qui passe le diapo. Un dernier projet qui est un projet tout récent, qui est un projet de sensibilisation, un petit peu comme le projet dont on va parler juste après, qui est l'Observatoire français de la douleur et des antalgiques, qui est rattaché aujourd'hui à l'Institut, à la Fondation Analgesia, mais qui au début avait été créé par Nicolas Autier, avec son équipe de recherche et qui a pour but aujourd'hui de vraiment agir un peu plus concrètement pour sensibiliser les pouvoirs publics sur l'importance de la prise en charge de ces douleurs chroniques. Et avec plusieurs actions proposées, travailler sur des publications de baromètres avec des chiffres qui soient vraiment robustes sur l'impact de la douleur et ses impacts, des actions de sensibilisation, je vous le disais, sur les pouvoirs publics, et puis des actions aussi de la promotion du bon usage des antalgiques. On a parlé d'opioïdes, on a parlé de cannabis médical. On a besoin de promouvoir le bon usage pour que ces médicaments puissent continuer à être utilisés et proposés aux patients. Et on a notamment en voie de publication une vaste étude de prévalence sur 12 000 Français qui avait pour but de mieux remesurer, d'avoir des données actualisées sur la douleur chronique en France, avec des chiffres qui seront publiés prochainement et qui seront assez éloquents sur la prévalence des douleurs et leur impact sur le quotidien des Français. Et pour terminer, maintenant qu'on a vu un peu rapidement les projets sur lesquels on travaille, on a aussi ce projet de sensibilisation. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, très bien. Ok, très bien. Non, parce que je ne sais pas pourquoi ça frise beaucoup de mon côté, donc je n'étais pas sûre que vous m'entendiez. Donc c'est ce site qui s'appelle Cancer et douleur, sur lequel on a travaillé. C'est une initiative de David Balessac qui est là, qui est venu nous voir avec ce projet. Et donc on a trouvé que c'était un bel outil qui s'inscrivait bien dans les missions de la Fondation Analgesia. Donc on a avancé ensemble sur ce projet.
Et même si ça a pris plus de temps que ce qu'on pensait initialement, parce que c'est toujours plus compliqué voilà, de préparer des contenus, on a fini par mettre en ligne il y a quelques jours, semaines, ce site qui s'appelle Cancer et douleurs, et qui a pour but de donner un maximum d'informations sur les différents types de douleurs qui peuvent être en lien avec le cancer, et puis surtout les solutions qui peuvent être proposées. Et c'est un projet qui est donc porté par l'équipe de recherche Neurodol, donc de David et Nicolas, et la Fondation Anagésia, avec un soutien et qui a été extrêmement important pour nous du comité du Puy-de-Dôme de la Ligue contre le cancer. Et bien sûr, la participation des professionnels de santé du CHU de Clermont-Ferrand et du Centre Jean Perrin, qui est notre CLCC local. Alors, je vous ai fait quelques captures de ce que vous pouvez trouver dans ce site web, qui est encore en version initiale, qui va continuer à s'étoffer dans les semaines qui viennent, notamment sur l'axe recherche, voilà. Mais voilà, vous avez ces articles qui sont proposés. Là, c'est la partie sur l'origine des douleurs. Donc voilà, on explique un peu les différentes causes de douleurs et les symptômes qui peuvent être associés. Et puis sur l'onglet Mieux vivre avec, vous allez trouver à la fois des descriptifs sur les médicaments, les différents types de traitements. Vous en avez parlé tous les deux, du Loxétine, opioïdes. Et puis également, j'ai vu qu'il y avait eu un petit retour sur le sujet dans le chat sur les thérapies complémentaires et leur niveau de preuve qui peut être proposé en complément des médicaments aux patients qui souffrent de ce type de douleur. Voilà, et je vous ai remis pour terminer l'adresse du site qui, comme il est tout récemment mis en ligne, n'est pas encore très bien référencé sur Google. Donc n'hésitez pas à taper, si ça vous intéresse, l'adresse complète et pas uniquement cancer et douleurs sur Internet. Voilà. On va mettre l'adresse dans le chat. Voilà, c'est fait. Ben voilà. Voilà. Ah bah voilà. Donc on vous a mis le site dans le chat, on est référencé sur mon réseau cancer et j'allais dire tous ensemble, je pense on va pouvoir le faire monter très haut dans le référencement. Ça correspond à un vrai besoin. Je pense que la douleur, c'est quelque chose de très commun, j'allais dire, pour beaucoup de patients. Mais la spécificité, j'allais dire, comme on l'a vu ce soir, de la douleur liée à un certain nombre de traitements et la prise en charge particulière en oncologie, ça méritait un site et on est ravis que voilà, que vous l'ayez créé et on sera ravis de faire des échos, des retours avec les patients. Il se trouve que dans notre auditoire ce soir, on a une personne qui a pu faire donc des séances avec les outils dont vous avez parlé qui avaient l'air d'être contente, et je pense que on retrouve sur le site Cancer et Douleurs les différentes applis, Alice, dont vous avez parlé dans la présentation. J'ai l'impression que c'est figé. Non, mais... Alors oui, j'ai une connexion qui est instable, je ne sais pas si vous m'entendez. Là, on vous entend bien, oui, on vous entend bien. Ok, très bien, parce que moi, je vous vois tout figé, donc j'étais persuadée que vous ne m'entendiez plus. Et du coup, est-ce que vous pouvez juste me reposer la question sur Apésia, c'est ça? En fait, sur le site Cancer et Douleurs, est-ce qu'on va retrouver Ah oui. Est-ce qu'on va retrouver les applications dont vous avez parlé? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Elles sont pas listées sur le site parce qu'en fait, on n'a pas encore de données aujourd'hui. Comment dire on n'a pas fait des études spécifiquement chez les patients présentant des douleurs en lien avec le cancer, donc le site est resté vraiment très informatif sur les généralités, en tout cas de ce qui était déjà disponible et avec des niveaux de preuve validés pour avoir une information pertinente sur le site. Par contre, ces éléments-là sont présents sur le site de la Fondation qui est institut-anagésia.org. Et donc, vous y trouverez des éléments sur notre site. Voilà. On a notamment en projet, c'est pareil,
Pardon, je voulais dire le site Cancer et Douleur, il y a le lien aussi pour la Fondation Analgesia. Oui, c'est vrai. Alors, il doit y avoir... Vous pouvez rappeler l'adresse, c'est Institut. Bon, alors on a perdu cette fois Alice. Laure, est-ce qu'on peut conclure peut-être? Parce qu'on a un peu dépassé. Merci beaucoup Oui. pour vos explications fournies et je pense qui ont vraiment... Merci Laure d'avoir remis les liens dans la conversation. Écoutez, on vous souhaite à tous une excellente soirée. Le replay sera en ligne en début de semaine prochaine. Voilà. Professeur Autier, vous vouliez rajouter quelque chose? T'entends rien? Non. Non. Ok. Alors, on vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été parmi nous et à très vite. Merci pour votre beaucoup. attention. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.